Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode d'Éclat de vie, le podcast propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui dans le 6e arrondissement de Paris, au bureau du Parisien, avec monsieur Damien Dolceny. Bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui ensemble pour parler du traitement médiatique des victimes, et notamment des victimes de drames collectifs. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites au Parisien au quotidien ? Alors, qui je suis ? Je suis rédacteur en chef adjoint au Parisien et je suis chef du service police-justice, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. C'est donc un service qui s'occupe du traitement des faits divers au sens large, c'est-à-dire des enquêtes judiciaires, des accidents, des attentats, le cas échéant. Voilà, service assez large finalement dans son domaine d'intervention. On est en gros une vingtaine à s'occuper de faits divers à temps plein au Parisien tous les jours, en s'appuyant sur des correspondants en province. Le traitement médiatique est souvent un sujet pour les victimes, en tout cas les victimes que nous, on a l'habitude d'accompagner. Comment vous voyez le rôle finalement de ces médias dans le traitement de ces informations qui peuvent être sensibles pour le public ? Alors, en fait, nous, on a deux objectifs quand un événement survient. Notre travail à nous, c'est... ça peut paraître un peu évident, mais c'est d'informer. Informer, ça veut dire récupérer un maximum d'éléments sur une affaire, sur un événement qui s'est produit, pour essayer de retranscrire ce qui s'est passé à nos lecteurs, qu'ils soient des lecteurs internautes ou des lecteurs papier, puisqu'on a ces deux publics-là, nous, aujourd'hui, et d'essayer de réunir, encore une fois, le maximum de matière pour pouvoir leur expliquer au plus près ce qui s'est passé. Et il y a un travail qui se fait en parallèle de celui-là, qui est un travail de recueil de témoignages. Et là, on est un peu plus au cœur de votre question, c'est-à-dire que nous, on doit travailler sur le factuel, sur ce qui s'est passé, essayer d'expliquer ce qui s'est passé au plus près de la vérité de ce qui s'est passé. Et puis, il y a un travail de recueillir la parole de ceux qui ont été témoins, victimes, pour que eux nous racontent à la fois leur vision d'un fait auquel ils ont été acteurs plus ou moins à leur corps défendant, et de retranscrire tout ce qui peut être de domaine de l'émotion aussi. Quand vous êtes sur les événements qui sont en train de se produire, comment est-ce que vous pouvez faire quelles sont vos méthodes pour vous assurer de la véracité des éléments qu'on vous donne ou qu'on vous transmet, et pour couvrir un événement qui est potentiellement en train de se produire? Je pense notamment par exemple à des prises d'otages comme à l'hypercachère ou ce genre de choses où il y a quand même un temps assez long qui se passe entre le début et la fin de l'opération, quoi. Alors c'est un travail très compliqué parce qu'effectivement on doit... moi je compare toujours ça à un puzzle. Un événement c'est un puzzle, les pièces sont éparpillées et notre métier, notre travail, c'est d'essayer de rassembler ces pièces et de les assembler pour que ça finisse par ressembler à ce qui s'est réellement passé. Mais souvent, il va nous manquer des pièces. Il y a des pièces qui vont pas s'emboîter les unes avec les autres. Je pense à des témoignages, par exemple, qui peuvent être contradictoires, ou à des infos qui peuvent être contradictoires, des sources qui nous disent des choses qui sont pas tout à fait les mêmes ou qui sont complètement différentes, et des témoins qui voient pas la même chose. Donc c'est un travail qui est difficile parce que il est en plus soumis à un facteur temps aujourd'hui qui est extrêmement important. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, il y avait très peu d'internet, il n'y avait pas de chaîne d'infos, il n'y avait pas cette hystérie autour du fait divers, pour être très simple. On avait un peu plus de temps pour travailler, on n'avait déjà pas beaucoup, mais on avait un peu plus de temps pour travailler. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple d'une prise d'otage, d'un attentat ou d'un accident grave impliquant plusieurs personnes, il faut que, dans l'heure qui suit, on soit capable de fournir des premiers éléments. Donc ça, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut prendre le temps à la fois de réunir des éléments, de vérifier que ces éléments sont justes. Et effectivement, il y a un certain nombre de fois, un certain nombre de cas où c'est là que les erreurs sont commises, c'est qu'on est emporté nous-mêmes par la rapidité des choses et que les vérifications qui avant prenaient, on avait peut-être plusieurs heures pour vérifier, aujourd'hui on parle plutôt en termes de minutes.
Donc ça reste très compliqué. Et on a en plus l'effet réseaux sociaux, qui est un phénomène assez récent, mais qui est très impactant pour nous. C'est-à-dire qu'on a des réseaux sociaux qui ont pas du tout les mêmes règles du jeu que les nôtres, en fait. Et qui, eux, vont balancer des informations, des photos, des images, des vidéos, sans qu'on arrive forcément tout le temps à les sourcer, mais qui vont être aussi une source d'infos pour nous. Alors justement, comment est-ce que vous faites lorsqu'il y a une espèce d'émulsion comme ça, avec plein de gens qui mettent des informations en ligne liées à un drame qui est en train de se produire ou qui vient de se produire, pour garder un peu la main sur les vraies informations des fausses et sur la manière dont les informations vont être transmises au grand public? Alors, c'est tout l'avantage d'avoir un service qui soit dédié à ça en permanence. Nous, les journalistes qui travaillent au service police-justice du Parisien, ils ont tous de l'expérience, ils ont connu un certain nombre d'événements et ils ont surtout un réseau de sources ces sources nous font confiance et on leur fait confiance. Ça n'empêche pas qu'on peut se tromper des fois, mais en tout cas, on part pas de zéro et on n'est pas, on découvre pas cette matière, on découvre pas ces phénomènes. Donc, on a un peu plus d'expérience, on a un peu plus de recul par rapport à tout ça. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de l'hypercachère, c'est un très bon exemple. Moi, j'étais journaliste à RTL, j'étais en radio. La radio est un média qui est encore plus réactif dans le sens où il faut encore aller plus vite que dans d'autres médias, puisque vous êtes en édition spéciale, toutes les 5 minutes, il faut remettre un peu du charbon, entre guillemets, dans la machine. Et l'hypercachère, ça a été une expérience qui était intéressante, parce que il y a eu des erreurs qui ont été faites, il faut le reconnaître. Tous les journalistes ont commis des erreurs ce jour-là. Mais c'était quelque chose qu'on découvrait. C'était un événement qu'on découvrait réellement. C'est-à-dire qu'on était confronté à quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Et je pense, malgré tout, qu'il y a eu des leçons qui ont été tirées justement de comment on traite un événement dramatique, massif, extrêmement dangereux à tous les sens du terme, c'est-à-dire dangereux pour les gens qui étaient sur place évidemment, mais même dangereux pour les gens qui étaient autour, sur lequel c'était une matière qu'on découvrait vraiment, hein, les attentats de masse, le côté prise d'otages qui dure. C'était la première fois en tout cas que médiatiquement on les vivait avec beaucoup de médias, c'est-à-dire qu'on avait vécu déjà des attentats en France dans les années 80-90, mais sans chaîne d'infos, sans Internet, sans réseaux sociaux. Là, on découvrait ce que pouvait être un événement grave, lourd, dangereux, sensible, qui se confrontait à un monde médiatique qui avait profondément changé. Vous parliez d'erreurs qui ont pu se passer ce jour-là, vu que c'était une des premières fois où ça se passait ainsi. J'aimerais qu'on parle rapidement de la place qui est octroyée finalement aux victimes dans les médias. Comment est-ce qu'on fait pour jongler entre l'information, l'actualité et ce qu'on doit donner au public, et finalement la dignité ou le respect de la vie privée des victimes, par exemple ? C'est très compliqué. Je pense qu'on peut être critiqué, on est critiquable là-dessus. Il y a pas de, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'on mesure pas toujours dans l'instant l'impact que peut avoir le fait d'évoquer le prénom des victimes, d'avoir des images aussi où on peut voir des victimes évidemment sans que forcément leur consentement leur ait été demandé ou le consentement de leurs proches. On sait que c'est toujours une matière extrêmement délicate parce que le principe de l'accident ou le principe de l'attentat et le principe du fait divers en général, c'est des gens qui se retrouvent plongés d'un seul coup, des gens ordinaires qui se retrouvent plongés dans quelque chose d'extraordinaire au sens strict du terme. Et effectivement, ce passage-là, il est difficile pour nous parce que justement, on va aller sur des choses qui sont sensibles, dures, douloureuses. On manipule une matière qui est par définition une matière douloureuse. Et même si nous, on a l'habitude, entre guillemets, de manipuler cette matière-là, il faut jamais qu'on oublie que les personnes auxquelles on va être confronté, en général, elles découvrent ça. C'est-à-dire qu'il y a le traumatisme d'abord de ce qui se passe, et puis il y a l'impact que ça va avoir, surtout s'il est médiatique et surtout s'il est décuplé, encore une fois, par le nombre de médias présents. C'est quelque chose qu'on a objectivement pas forcément en tête tout de suite, quand on intervient, parce que nous, on est un peu dans notre couloir de nage, à se dire, voilà, nous, on vient sur un événement, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'on ait le plus d'éléments possible pour pouvoir raconter. Mais c'est vrai que dans ce temps-là, on n'oublie pas, mais on peut négliger l'impact que peut avoir notre travail
qui est pas honteux et qui est pas à dénigrer, mais l'impact que peut avoir notre travail sur des personnes qui, elles, sont victimes directes de ce qui vient de se passer. Et alors je me demandais, en plus, on sait que c'est très fluctuant pour les victimes dans le temps. Comme vous disiez, il y en a qui veulent parler tout de suite, il y en a qui ont besoin de temps, il y en a qui ont besoin de parler 1 an, 6 mois plus tard. On sait aujourd'hui que par exemple pour des grands événements comme les attentats, il est toujours possible de donner son témoignage, il est toujours possible même au moment des procès de finalement se constituer partie civile et de prendre la parole à la barre. Est-ce qu'à l'inverse, des victimes qui ont pris la parole auprès des médias il y a 10 ans, par exemple, pour l'hypercacher, mettons, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour elles de demander à ce que leur témoignage soit retiré, si finalement elles ne sont plus en raccord avec ce qu'elles avaient dit à l'époque ? Et comment ça se passe, sachant qu'aujourd'hui, avec Internet, on sait que tout ce qui a été sur Internet n'en ressortira jamais vraiment. C'est très compliqué. En revanche, nous, ici, on a une procédure, mais qui n'est pas interne aux Parisiens, mais qui existe, qui est une procédure de droit à l'oubli aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des personnes... Alors, c'est d'ailleurs très rarement des victimes, hein, c'est plutôt des auteurs qui 10 ans après avoir eu un papier dans le journal sur quelque chose qu'ils ont commis 10 ou 15 ans avant, nous disent, je googlise mon nom, le premier truc qui sort, c'est un papier du Parisien de 1994, quand j'avais 17 ans et que j'ai fait une bêtise. Et est-ce qu'on peut l'enlever ? Et en général, nous, on a on a un petit cahier des charges, mais on donne assez souvent une réponse positive en raison du droit à l'oubli qui existe, qui est aujourd'hui quelque chose qui est pas juste, c'est pas un truc ésotérique, le droit à l'oubli, ça existe. Et évidemment, si une victime nous dit, pareil, quand je googlise mon nom, je me retrouve avec mon témoignage il y a 10 ans, avec lequel je suis plus raccord aujourd'hui, ou j'ai simplement pas envie, en fait, que mon nom soit associé sur Internet ou autre à ça, évidemment qu'on donnera gain de cause. On n'a pas l'objectif pour nous. Alors, le droit à l'oubli, pour nous, ça veut dire qu'on retire le papier, évidemment, de nos archives. Et en général, on fait ce qu'on appelle alors, j'ai plus le terme exact qui me revient tout de suite, mais un déréférencement, qui permet quand même que les moteurs de recherche vous oublient aussi. Alors je sais que l'oubli total sur Internet, moi je trouve ça assez illusoire, mais en tout cas que ce soit pas la première occurrence qui arrive quand on tape votre nom sur Internet. Ça, on y arrive et on le fait plusieurs fois par semaine sur tout un tas de sujets où des gens nous écrivent, est-ce que vous pouvez à minimum anonymiser, c'est-à-dire il y a mon nom, il y a mon prénom, que vous laissiez le papier, ça m'est égal, mais en revanche mettez mes initiales parce que j'ai pas envie que toute ma vie sur les réseaux sociaux ou sur Google ce soit ça qui ressorte en premier. Et ça, on le fait, on a un service qui s'occupe de ça au niveau juridique ici. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez un peu ressenti ou est-ce que vous avez une idée de l'impact finalement de cette espèce de course à l'information et de cette diffusion en continu, je pense par exemple à BFM TV, des informations qui peuvent être anxiogènes sur le public qui vous regarde ou qui vous lit ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un effet masse. Ce qu'ont changé les chaînes d'infos dans leur globalité, sans juger l'une par rapport à l'autre, c'est effectivement, quand je dis effet masse, c'est l'effet loupe. C'est-à-dire que quand il se passe un événement, ces chaînes, elles vont d'un seul coup se focaliser uniquement là-dessus. C'est-à-dire que pendant plusieurs heures, il ne va plus rien se passer d'autre à l'antenne que cet événement-là. Ça, c'est un vrai problème sur lequel, malheureusement, on a assez peu de prise parce que nous, on ne décide pas. Quand on traite une affaire, on ne décide pas que ça va être l'affaire qui va monopoliser l'actualité pendant 2 jours. On la traite évidemment parce qu'on pense qu'elle a de l'importance, mais on n'arrive vraiment pas à maîtriser, même entre nous, on en parle souvent, des affaires qui partent entre guillemets et d'autres qui n'ont pas d'audience ou ne font pas boule de neige. C'est très difficile. Il y a évidemment des indicateurs qui nous laissent penser que certaines affaires, à partir du moment où elles touchent des enfants, où elles touchent une disparition, où elles touchent un drame comme celui-là, on sait évidemment que ça va impacter, ça va faire de l'audience entre guillemets, mais pas au mauvais sens du terme, mais parce que, encore une fois, vous savez, le principe du fait divers, à quel moment il prend de l'ampleur, c'est quand ce fait divers, il parle à plein de gens. Quand un fait divers pose des questions de société et surtout vient heurter et tirer sur des ficelles qui sont émotives pour tout le monde, il prend une ampleur et c'est pour ça qu'il occupe le terrain médiatique parce que c'est au-delà d'un meurtre. C'est un meurtre qui pose d'autres questions et qui agite sur d'autres... Alors, crainte, on peut le dire, la crainte, la disparition d'un enfant, c'est quelque chose qui vient à l'esprit de tous les gens qui ont des enfants, mais même de ceux qui n'en ont pas et qui ont été enfants aussi. Donc, c'est des problématiques dont on sait qu'elles vont prendre beaucoup de volume et beaucoup de place. Et aujourd'hui, effectivement,
Il y a aussi une autre. Alors moi, je suis pas à la télé, mais je connais les chiffres. Forcément, une chaîne d'infos, quand elle traite un fait divers et qu'elle se rend compte qu'elle fait de l'audience et que cette audience, elle est fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saute d'audience. Pendant 7, 8, 9 heures, vous avez une audience très forte. Pourquoi elle se dirait je vais arrêter d'en faire si je fais un autre sujet politique et que là je vois mon audience qui plonge, comme je suis une chaîne de télé commerciale et qu'il faut quand même que je vende de la pub et que je fasse de l'audience, je vais plutôt rester sur des sujets où l'audience elle se maintient. Alors avec un risque, hein. Moi je suis le premier à le dire, c'est que le problème des chaînes d'infos et le problème de la télé, c'est qu'il faut alimenter en permanence des discussions autour d'une table, sur un plateau. Il faut avoir des invités qui n'ont pas toujours grand-chose à dire, qui ne connaissent pas toujours les faits en question. Nous, on n'a pas cette obligation-là. Ici, nous, on fait quand on a des éléments pour faire. Comment est-ce que les gens ils le gèrent finalement, et notamment les jeunes enfants ou les adolescents qui sont devant la télé, où les parents font pas forcément attention à ce qu'ils regardent? Comment ça se passe dans les foyers, à votre avis? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'éduque pas suffisamment les enfants aux médias, mais aux médias au sens large. Les enfants, aujourd'hui, sont confrontés en permanence à des écrans, à un flux d'informations dont on leur explique pas d'où il vient, en fait. Ils ont des téléphones très jeunes, de plus en plus jeunes, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Ils ont des tablettes de plus en plus jeunes, ils ont accès à tout un tas de choses, mais moi, j'ai rien contre ça sur le principe, mais simplement, je pense qu'on doit les éduquer à l'école. On doit leur expliquer, voilà, c'est quoi un réseau social ? Qui fait quoi là-dessus, comment ça se passe, comment l'info elle arrive, comment il faut l'analyser, comment il faut la lire. J'ai pas eu vent de formation quelconque sur comment je gère à la fois l'information, d'où elle vient, par qui elle est produite, par qui elle est fabriquée, et puis comment moi je me positionne, comment je réagis à ça. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que j'en discute, est-ce que c'est bien de passer des heures et des heures devant une télé, est-ce que les jeux vidéo, voilà, est-ce qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas qu'on forme pas les enfants à ça. C'est leur univers. Si au moins la génération qui a aujourd'hui la mienne, hein, qui a 50 ans ou plus, entre guillemets, c'est trop tard, mais les enfants, c'est fondamental, parce qu'en plus, ils sont vraiment, ils baignent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont dans une société médiatique au sens large, c'est plus les médias traditionnels, maintenant, ça vient de partout. Et si on leur apprend pas à utiliser, à lire, à analyser, puis à être capable d'être dans une situation de contradictoire aussi, c'est-à-dire de pas gober tout ce qu'on peut lire, voir en permanence sur son téléphone, je pense que ce serait déjà pas mal. Est-ce que vous auriez un conseil, quelque chose à dire aux victimes qui sont amenées à faire la rencontre de journalistes par rapport à leur drame, et à comment amener une information ou comment traiter une information pour que leurs paroles soient entendues, mais qu'en même temps, leur histoire soit respectée et qu'elles s'y retrouvent finalement à la fin? Souvent, les témoins comme ça, ou les victimes, ils ont peur de ce que leurs propos vont faire dans l'opinion publique, comment ça va impacter. C'est ça qui leur fait peur, en fait. Et donc, de dire avec eux, voilà, on vous fait relire ce que vous nous avez dit, et si ça vous convient, et si ça vous convient pas, on le modifie. Moi, ça me pose pas de problème. L'idée, c'est pas de mettre ces gens-là dans l'embarras, ou même d'avoir qu'ils aient l'impression qu'on leur a extirpé quelque chose, ou qu'au contraire, on leur a même fait dire des choses qu'ils n'avaient pas racontées. C'est vraiment de se dire, voilà, on sait que c'est dur pour vous de parler, on a compris ça, on le sait. Pour nous, c'est important d'avoir votre parole. Donc, il faut qu'on arrive à trouver juste ce ton juste et les mots justes pour qu'à la fois on soit vraiment, encore une fois, c'est comme pour le factuel, en fait, c'est arriver à être au plus près, vraiment au plus près du message qu'on a envie de faire passer. Mais c'est pas facile. Moi, je peux pas donner de conseils, je peux pas dire à des victimes, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que c'est tellement intime, c'est tellement personnel, c'est tellement le moment ou un autre. En tout cas, moi je leur dis, je prêche pas pour ma paroisse, hein, mais une parole, ça peut se refuser. Un journaliste, il comprendra toujours. C'est son métier d'essuyer des refus. Une parole, ça peut se refuser. Une parole, on peut aussi choisir son moment. On peut dire à un journaliste, écoutez, là non, mais peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans 6 mois. C'est maintenir aussi un lien. Nous, il y a
pas mal de cas où, à l'époque, on laissait encore, c'est plus maintenant, on laisse plus de carte de visite, mais à l'époque, on laissait des cartes de visite en disant, moi je laissais en disant, écoutez, voilà, j'ai compris, aujourd'hui c'est pas le moment, je comprends parfaitement, je vous laisse ma carte, si un jour vous avez envie de m'appeler, vous m'appelez. Et ça arrivait souvent que les personnes rangent cette carte dans un tiroir parce qu'effectivement, ils n'ont pas du tout envie de parler à ce moment-là et surtout pas envie de parler à un journaliste. Et puis, pour des raisons différentes, variées, 3-4 mois après, il y a un besoin, en tout cas, de s'adresser à des médias. Ça, nous, ces moments-là, on les subit, mais on les respecte aussi parce que c'est évident qu'on peut pas arriver. Moi, je suis toujours frappé par des comportements de journalistes qui arrivent en terrain conquis, c'est-à-dire je tape à la porte, il faut que ça s'ouvre, quoi. Et je tends mon micro, il faut que quelqu'un parle dedans. En fait, non, c'est pas ça l'histoire. C'est avoir une approche délicate, parce qu'on est des êtres humains avant d'être des journalistes, et comprendre aussi, comprendre le moment dans lequel on se trouve. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.